Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast, suite de nos podcasts post-mortem. Nous avons terminé le premier tour avec le bilan des Bucks récemment et on enchaîne toujours avec moi. C'est un peu une des équipes qu'on retrouve souvent avec les post-mortem. Amine. Amine, tu m'as dit, je suis l'homme de l'Est. Ben, donne-moi les Knicks. Donc, je t'ai donné les Knicks, du coup. Amine, on va ouvrir ce bal des équipes éliminées au second tour des playoffs en demi-finale de conférence par les Knicks. Comment ça va, Amine? Non, on ne parle toujours pas des Sixers, mais les Knicks, c'est une équipe de ta division, mais je pense que le bilan sera positif et on va être honnête, c'est assez rare dans ces post-mortem. Oui, ça fait plaisir un peu justement de dire du positif. Comme tu l'as dit, homme de l'Est, je me suis buté au rap new-yorkais, donc très content de parler de ces New York Knicks dans une belle saison en plus où le post-mortem sera positif. Effectivement. Après, c'est un peu le jeu des post-mortem, par définition, sachant que beaucoup d'équipes ont des ambitions, il y en a beaucoup qui sont décevants, mais les Knicks font partie de 2-3, on en avait parlé entre nous récemment, qui sont les plus positifs, assurément. Clairement. Donc, vous le savez, les post-mortem, ce sont des questions pour guider à chaque fois les discussions, mais avant ça, on vous rappelle, comme d'habitude, de venir nous suivre sur les plateformes de podcast, que ça soit Apple Podcast ou Spotify. Spotify, je le dis à chaque épisode, la team Spotify est beaucoup plus en forme que la team Apple Podcast, alors qu'il y a moins d'auditeurs sur Spotify, Amine, mais la team Spotify met les 5 étoiles. Alors peut-être que nos auditeurs l'ont déjà fait sur Apple Podcast, je ne sais pas. N'hésitez pas également à venir nous suivre sur YouTube et puis à venir nous suivre également sur Twitter. YouTube où vous pouvez voir que nous sommes la team matin parce que il fait à la fois jour à Séoul et en France. Donc, ce qui est assez rare. Hein. Il y a qu'avec Amine que je suis capable de réussir cette prouesse. Ouvrons donc le dossier New York. New York, cette saison, c'était 47 victoires pour 37 défaites. Deuxième attaque NBA. 19e défense, toujours selon Cleaning de Glass. Premier tour gagné contre les Cleveland Cavaliers. 5 matchs, pardon. 4-1, expéditif. On avait fait le bilan des Cavs tous les deux. En plus, Amine, on en avait parlé. Les Cavs avaient été complètement dominés. Les Knicks ont malheureusement chuté au second tour contre le Heat. 2 victoires pour les Knicks, 4 victoires pour le Heat. Mais pourtant, Amine, on peut dire que l'objectif de la saison a été rempli pour notre première question. Absolument, absolument. Disons déjà que bon, c'est une saison où il s'est passé beaucoup de choses, hein. La signature de Bronson, qui, on le disait dans d'autres podcasts, probablement la meilleure signature de cette free agency. Certains avaient des doutes justement sur le fait de signer Jalen Brunson, qui avait déjà montré des choses très intéressantes, mais qu'on attendait de voir un peu dans ce rôle d'endosser le rôle du patron. Alors, c'était en plus un manque du côté des Knicks, la création et ce rôle de guard play. Et il s'est imposé tout de suite comme vraiment le patron de l'équipe. Et on peut facilement l'imaginer aujourd'hui comme véritable option 1B d'une très bonne équipe. Il y a quand même 10 victoires de plus que la saison dernière, saison un peu morose. Et cette qualification jusqu'aux demi-finales de conf, moi, je trouve que la saison, elle est vraiment magnifique. Surtout qu'il n'y a pas le côté trompe-l'œil de la saison il y a 2 ans où c'était beaucoup de choses, beaucoup de choses positives pour les Knicks qui leur permettaient notamment l'adresse aux 3 points des adversaires, qui leur permettait d'avoir un si bon niveau. Là, on sent vraiment qu'il y a une construction qui commence réellement. Face aux Cavs, ils en ont fait qu'une bouchée. Ils ont pris, on a vu que on peut avoir des réserves sur Thibodeau, mais il a pris toutes les faiblesses des Cavs, il les a utilisés pour son équipe et ça a marché parfaitement. Face au Heat, j'ai envie de dire que la marche semblait trop grande, surtout avec un Julius Randle qui est censé être vraiment, si ce n'est ton option 1, en tout cas ton option justement 1A, 1B avec Bronson, et qui s'est montré très très limité en playoff. On sait qu'il revenait de blessure, mais néanmoins, on peut quand même se poser des questions justement sur le niveau de Randle et sur aussi un Barrett qui s'est montré plus intéressant qu'à l'accoutumée peut-être en playoff, mais qui a ses limites. Néanmoins, la construction de ce roster avec l'intégration de Quentin Grimes dans le 5 majeur, la révélation d'Emmanuel Quickley, défenseur, si on m'avait dit ça l'année dernière, pardon, je n'y aurais pas cru.
Du coup, beaucoup de choses pour être positif. Tu l'as dit, moi j'ai envie d'insister sur 2 axes. D'abord Brunson, c'est vrai que de notre côté, je me rappelle, on avait dit que ça amenait du sérieux à la main d'Enix, qui n'y avait pas depuis longtemps, mais j'étais très loin d'imaginer, mais à culpa, qu'il allait devenir un All-NBA sur la saison régulière et qu'il serait capable de vrais perfs de mec qui peut prétendre au DH20 en playoff, en fait. Et ce qui est assez impressionnant, si on regarde les statistiques, notamment au tir, c'est qu'il n'y a pas, et très important dans cet effectif d'Enix, parce que c'est le cas pour un autre joueur, il n'y a pas de baisse à l'efficacité au tir, en fait. Ça reste un joueur qui est ultra efficace sur le mi-distance. Alors oui, il a un peu pêché en playoff sur le 3 points. Effectivement, sur les 3 points en playoff, il est à 26 sur 78 sur la campagne, 33% pour un mec qui est à 42 en saison régulière. Donc effectivement, il a été beaucoup moins précis sur les 3 points, mais il était un peu plus précis sur les tirs au panier, et puis cette sensation d'avoir un vrai initiateur, premier porteur de balle, capable de mener la gonfle et d'être dans un système offensif des Knicks. Et là, pour moi, il faut le deuxième point, souligner Thibodeau. On m'aurait dit que ces Knicks-là allaient terminer deuxième attaque. Enfin, franchement, j'y aurais jamais cru. C'est une attaque sérieuse. Elle perd pas de ballon. Elle va titiller les équipes sur les faiblesses, insister au rebond. Donc, c'est une attaque, effectivement, qui a peut-être un plafond en playoff. On l'avait vu, mais encore une fois, c'est pas une équipe qui avait été construite pour aller en finale de conférence, loin de là. Donc, ça a plutôt bien matché. Surtout, en plus, on va y revenir, que tu as eu des contre-performances de ta deuxième option et des matchs sans de ta troisième option. Donc non, vraiment impact positif. Et puis rappelons que le contrat de Brunson est dégressif, quoi. Donc c'est la signature de la dernière intersaison, clairement. Ouais, c'est extraordinaire, sachant qu'en plus, là, j'ai repensé, j'ai oublié de le dire, il y a eu aussi le trade pour des cacahuètes de Josh Hart à la deadline, qui a tout de suite été Exactement. hyper important, notamment en playoff. On a l'impression que, je sais pas, c'est des nouveaux Knicks. C'est les Knicks qui travaillent bien, c'est les Knicks qui prennent les bonnes décisions. Moi, je suis enchanté pour eux pour l'instant. Effectivement. Puis il y a aussi ce côté, alors on va y revenir parce qu'il y a des joueurs qui ont été mis au placard aussi dans cette année-là. On parlera d'Evan Fournier, on parlera de Derrick Rose, bien évidemment, mais aussi cette sensation d'osmo, dans le sens où tout le Ouais. monde semble être en accord avec le projet. Alors bien évidemment, on peut aussi dire que c'est le cas parce qu'il y a des jeunes joueurs, bien évidemment, que ce soit Quickley, Quentin Grimes, etc. Mitchell Robinson aussi, mais il y a vraiment cette sensation d'équipe en fait qui avance vers le même objectif, et c'est quelque chose, encore une fois, pour moi, il faut redonner du crédit à Thibodeau. En fait, ce passage New York redonne énormément de crédit à Thibodeau, parce que autant on pouvait peut-être parier sur la chance, ou en tout cas l'anomalie, l'année où ils vont en playoff. Là, il y a un vrai travail de coach, en Mm. fait, sur cette équipe, sur ce choix de mettre au placard des vétérans très tôt dans la saison. Donc, l'objectif est en rempli, parce que tu as une première option solide et tu as un coach qui a su créer, qui a su mettre en avant un effectif qui est un des plus profonds de la NBA, sans être très très fort avec des joueurs très très forts sur les premières options. C'est-à-dire qu'ils ont juste un effectif ultra homogène, et ça, faut vraiment le souligner. Amine, parlons des choses qui fâchent un peu plus. Parce que quand on fait ce bilan des playoffs, malgré tout le positif qu'on veut accorder aux Knicks, il se pose la question de Julius Randle, RJ Barrett. On va se garder le Julius Randle pour un peu plus tard. Est-ce que RJ Barrett fait des mauvais playoffs? Ça, c'est une question Mm. que je vois qui se pose. Est-ce que, selon toi, il a fait de mauvais playoffs? Non, ça veut pas dire qu'il en a fait de très bons, par contre. Hmm. Et étant donné, est-ce que c'est un troisième choix de draft, il a été prolongé sur un contrat, on va dire raisonnable pour un troisième choix de draft, mais un contrat élevé tout de même pour ce qu'il apporte aujourd'hui. L'une de ses meilleures saisons, finalement, c'est un peu l'année dernière, même si c'est une saison trompe-l'œil et c'est l'année où les Knicks sont moins bons. Donc c'est une saison trompe-l'œil enfin c'est une saison réussie en trompe-l'œil dans le sens où ses pourcentages, son efficacité n'étaient toujours pas au rendez-vous la saison dernière. Mais disons que ça s'était traduit juste par un usage plus élevé dans une saison moyenne des Knicks. Et cette saison, en tout cas la saison régulière, a été décevante du côté de Barrett. On pouvait parfois même se poser la question si c'était pas le cinquième joueur du 5, justement, cinquième meilleur joueur du 5. Et ces playoffs, on va dire, ont remonté légèrement sa cote. On observe un joueur capable d'aider, capable d'être utile, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, mais on attend
plus de lui. Et on se demande si on obtiendra un jour plus de lui, en fait. Parce que au niveau, effectivement, là où il y a il y a eu des promesses, alors sur le côté un peu porteur de balle, ça fait plusieurs fois dans sa carrière qu'on essaie peut-être de mettre en avant cet élément-là et on voit que ça sera, je pense même pas qu'il ait le potentiel d'être un deuxième porteur de balle. C'est vraiment au niveau de la réussite au tir, en fait. Quand on regarde son efficient field goal percentage sur toute sa carrière en NBA, il est largement en dessous de la moyenne, en fait. Donc, là, ce qui est assez inquiétant, c'est que si tu n'as pas cette efficacité au tir, il faut vraiment, pour être viable, vu son contrat et vu le rôle qu'on lui donne, il faut être très bon dans beaucoup d'aspects du jeu et c'est pas un défenseur élite. C'est pas un passeur élite, donc effectivement, peut-être que le costume est un peu trop grand. Est-ce que le costume est un peu trop grand aussi pour Julius Randle? Parce que le cas de Julius Randle est différent. Amine. Là où on est d'accord que RJ Barrett, il y a une constance entre la saison régulière et les playoffs. C'est-à-dire que son inefficacité au tir relative, elle se retrouve déjà en saison régulière, elle se perpétue en playoffs. Julius Randle, on a 2 campagnes de playoffs. La première face à l'époque à Atlanta, là sur ces 2 tours où on a un Julius Randle en grande difficulté. Alors du coup, la question se pose, est-ce que c'est vraiment un joueur qui est pas adapté ou en tout cas qui a un plafond assez bas en playoff? Oui, j'ai envie de dire oui. On parle d'un joueur qui est quand même maintenant 2 fois au NBA. Et ce qu'on a vu de lui jusqu'à maintenant en playoff est très très décevant. Euh, alors il y a l'excuse un peu de la blessure cette saison qu'il aurait traîné, mais néanmoins tu dois montrer. Il y a un côté, il y a même un côté soft finalement. C'est-à-dire qu'on sait, comme tu l'as dit, on connaît le manque d'efficacité que peut avoir Randle dans certains domaines. Néanmoins, même avec ce manque d'efficacité, c'est un joueur qui, de par son profil, de par son profil physique notamment, de par ses qualités, doit même, en manque d'efficacité, impacter beaucoup plus sur des matchs de playoffs, ce qu'il n'a pas fait. Donc, se pose la question peut-être du mental, peut-être justement du plafond qui est bien trop haut pour lui à ce niveau. Néanmoins, disons que je suis un peu moins inquiet sur Randle que sur Barrett, dans le sens où ces limitations, elles sont surtout justement en playoff, et que si tu n'es pas pressé du côté de New York, et Julius est encore sous contrat, c'est un contrat aussi assez bon, tu peux continuer à avancer avec lui et pourquoi pas voir plus haut un peu plus tard, peut-être. Effectivement, faudra le noter ça alors qu'on avance. Il y a du bon boulot du front office des Knicks. Il n'y a pas de contrat vraiment toxique chez les Knicks. Enfin, effectivement, payer Julius Randle à 25, 27, 20, 29 sur les prochaines années, ça paraît beaucoup. Mais pour un joueur qui est sûr de la saison régulière, All-Star, voire All-NBA, c'est assez intéressant. Moi, quand j'ai commencé à m'aventurer dans les playoffs de Julius Randle, j'ai voulu faire des petites recherches statistiques, Amine, parce que je me suis dit, quand même, de tels pourcentages, j'ai quand même pas l'impression d'avoir vu ça très souvent. Donc, j'ai fait chauffer StatHead, donc le site de statistiques. J'ai cherché depuis 1980 tous les joueurs All-Star en playoffs qui ont tenté 200 tirs. Donc, All-Star qui a joué les playoffs et qui a une certaine production offensive. Ça m'a donné 246 joueurs. Je les ai classés à l'efficient field goal percentage sur 246. Il est 244e. Hein. Donc, il y a seulement Michael Ray Richardson et Stephen Marbury qui font pire. Dans les 10 derniers, il y a beaucoup d'extérieurs. Hein. C'est peut-être le seul avec Jermaine O'Neal, peut-être, qui est parmi les intérieurs. Donc, on n'est pas sur juste un joueur qui est pas en réussite en playoff, on est sur un joueur qui est historiquement mauvais en playoff. Et moi, je me demande vraiment, quand je le regarde jouer en playoff, il y a aussi les prises de décision qui sont cataclysmiques, en fait. Parce qu'il y a un truc de pas être en réussite, mais par exemple, DeMar DeRozan est dans le bottom 10 aussi. Il est parmi les joueurs qui ont l'efficacité la moins bonne sur l'histoire récente des playoffs. Mais DeRozan avait tendance à garder à peu près le même jeu et tu vois que c'était en fait une question de niveau parfois. Les prises de décision de Julius Randle sur du 3, etc., je trouve parfois ça s'arracher les cheveux à Amine. Donc, moi, je mets en doute Julius Randle si ton projet c'est de
perpétuer cette réussite, c'est-à-dire d'aller au second tour de manière récurrente, je pense pas que ce soit le joueur qu'il faut intégrer dans le Oui. 5. Quoi. Oui, on est d'accord là-dessus. Moi, j'avais un côté un peu plus fataliste dans le sens où je voyais mal comment tu pouvais faire sans lui la saison prochaine, comment tu pouvais trouver un arrangement pour lui, en tout cas. Mais je suis d'accord avec toi. Disons qu'il y a plus aussi un côté qui semble un peu affectif. On a l'impression qu'il s'est trouvé lui-même à New York, que le roster l'aime bien et tout. Du coup, j'ai du mal à voir la saison prochaine sans Julius, même si évidemment ça posera d'autres problèmes. Alors, est-ce que justement, et ça, on en parlera peut-être juste après, est-ce que le faire basculer lui en troisième option, est-ce que ça réglera pas mal de problèmes justement? Le garder, mais le faire basculer plus bas dans la hiérarchie. Bah, enchaînons, Amine. Où en est la franchise dans son projet? Donc, une des solutions serait pour toi de le faire basculer et d'amener plus haut un mec comme Barrett ou d'aller chercher le deuxième joueur ailleurs? Alors, moi, je suis plutôt dans l'idée d'aller chercher le deuxième joueur ailleurs. Alors, il n'y a rien de pressé côté New York. Attention, il faut bien qu'ils nous écoutent parce que moi, j'ai peur des décisions hâtives et qu'ils soient bêtes. Mais tu sens venir le Karl Anthony Towns, par exemple. Donc, tu as déjà une belle base pour reconstruire avec plein de petits joueurs. On n'a pas cité même des petits jeunes comme Miles McBride qui est déjà intéressant. Tu peux compter, on avait des réserves sur Obi Toppin, c'est un joueur sur lequel tu peux compter sur une rotation de playoff aujourd'hui. Donc, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses du côté de New York. Alors, t'as pas de cap du tout. Tu seras avec ce qui est déjà garanti pour l'année prochaine, t'es déjà dans la luxury tax. Mais par contre, t'as plein de bons contrats et notamment aussi des contrats tradables. Donc, t'as parlé des bons contrats, on a parlé notamment ceux de Barrett, celui de Bronson, comme tu l'as dit, c'est un braquage qui est dégressif en plus, et t'as Mitchell Robinson qui est aussi sur un contrat dégressif mine de rien, donc pas mal de choses intéressantes. Mais t'as aussi des contrats tradables dans le sens sur la valeur, pas sur le niveau des joueurs. Des contrats de Evan Fournier en premier, évidemment. Et tu as aussi, surtout, beaucoup de pics. Parce qu'en plus de posséder tous les tiens, sauf cette année, tu possèdes également celui de le first round de Détroit en 2024, celui de Washington en 2024 et celui de Milwaukee en 2025. Donc, à condition de prendre les bonnes décisions, vu ce que tu as montré aujourd'hui en playoff, vu la hype qu'il y a autour de Jalen Brunson, vu ce qu'ont montré aussi tes role-players, c'est des role-players qui sont appréciés, les Grimes, les Quickly, tout ça, tu es bankable aujourd'hui pour aller chercher une superstar. Donc, si elle est disponible, il faut aller chercher cette superstar. Et, s'il vous plaît, messieurs les Knicks, à l'aile. Cette superstar, il faut aller la chercher à l'aile. Parce que je vais passer une petite dédicace à Maxence, qui est un de nos fidèles auditeurs avec qui on a eu une grosse discussion sur les Knicks et les Sixers. Il me parlait de la possibilité d'aller chercher Embiid. Alors, tu sais que j'adore Embiid et que je spoil pour plus tard, je ne serai pas contre une reconstruction à Philly. Je pense que ça serait une mauvaise idée pour les Knicks. Ce serait une mauvaise idée qu'ils aillent chercher peut-être moins fort, mais un super ailier pour remplacer Barrett. Donc, se servir du contrat et de la valeur globale de Barrett, mais aussi, pourquoi pas, donc du contrat de Fournier et envoyer du pic. Ça sera le moment où il faudra envoyer du pic pour faire passer tout de suite ce palier à cette équipe. Effectivement, il y a cette sensation, si tu re-signes et je pense que ça va être fait de re-signer un Josh Hart, et il y a aussi la prolongation de Emmanuel Quickley et celle de Quentin Grimes qui arrivera l'intersaison prochaine, celle-ci. Ils auront un paquet de role-players qui intéresseront les autres équipes, en fait. Donc, des contrats qui sont facilement échangeables. Et effectivement, avec ce surplus de pics, il y a cette possibilité d'aller chercher un joueur intéressant. Problème, c'est que sur cette intersaison-là, ce joueur-là ne semble pas être présent. Et c'est là où j'ai peut-être apprécié l'intersaison des Knicks la saison dernière, c'est qu'il y avait cette rumeur persistante de Donovan Mitchell du côté de New York, et ils n'ont pas cédé, en fait, face aux demandes extravagantes de Danny Ainge. Ils n'ont pas cédé, et ils se sont rabattus. Finalement, ils ont été signés Jalen Brunson, qui s'est révélé être une très bonne signature. Donc, ce front office-là m'a l'air plutôt sérieux, et idéalement, ce renfort devrait être à l'aile, mais je t'avoue que quand je fais un peu la liste des talents à l'aile, notamment sur les prochaines saisons qui pourraient être disponibles, c'est assez maigre. Donc peut-être ce joueur-là devrait être à l'aile.
idéalement, mais si c'est un joueur de backcourt de grande taille que tu peux associer à Brunson, ça serait pas mal intéressant. L'idée est effectivement je pense qu'il faut s'écarter du secteur intérieur parce que comme tu l'as dit, quand tu as un Mitchell Robinson sur un contrat qui tourne aux alentours de 14 millions sur les prochaines années et qui est signé en plus jusqu'en 2026-2027, tu n'as pas à investir sur ce secteur intérieur, je pense. Donc je suis assez d'accord avec toi. Mais moi, je pense qu'il devrait attendre, en fait. Ce move-là doit pas être fait cet été, sauf si... Et je t'avoue que j'ai un peu brossé le DH20 pour voir qui pourrait être dispo. Je vois pas... Déjà, l'ailier, ça a trop de valeur. Qui pourrait être dispo en l'état pour un trade intéressant, malgré l'attractivité de New York? Alors justement, j'ai un peu réfléchi et je suis d'accord avec ce que tu as dit. En fait, je l'ai peut-être pas assez bien précisé. Euh, enfin, je l'ai pas précisé du tout. Il faut pas avoir peur d'attendre pour faire le bon move, justement. C'est-à-dire que je dis pas qu'il faut faire ce move tout de suite. En tout cas, tu as tout ce qu'il faut dans ton magasin pour pouvoir le faire, ce move. Et donc, il faudra attendre les bonnes opportunités. Quand je parle d'un joueur, d'un ailier, je parle, on va dire, d'un swingman, d'un éventuellement 2-3. C'est surtout sur ces postes-là qu'il faudra aller chercher quelqu'un. Les opportunités, on ne sait jamais quand est-ce qu'elles vont arriver et elles peuvent arriver à n'importe quel moment en NBA. Ces dernières années l'ont bien démontré. Qu'advienne de Jaylen Brown après cette campagne de playoff, par exemple. Pour l'instant, il n'est pas question qu'il parte de Boston, mais on verra. Que va-t-il être de l'avenir de Ingram du côté de New Orleans? Pour l'instant, évidemment, ces joueurs ne sont pas disponibles, mais dans des situations qui fait que on peut imaginer dans un avenir assez proche que ça pourrait se faire. Donc moi, ce que je conseille justement à New York, c'est d'être patient, mais de faire le bon move quand il faudra le faire. Ouais, on serait plus sur ces joueurs, effectivement, pas des têtes d'affiche top 10 des agences qui n'ont pas ont pas la marge. Sauf si, et ça, c'est un peu ce qui s'est passé avec un Kevin Durant, par exemple. Si un mec top 10 des H20 dit je veux aller à New York, bah là, en fait, la fenêtre s'ouvre, Bien sûr. tout simplement. Et si un Jimmy Butler, par exemple, ça serait magnifique. Ils sont contenders avec Jimmy Butler. Si un mec de ce calibre-là, ou dans 2-3 ans, un autre joueur qui sera peut-être entré dans le top 10 des H20 dit affirme vouloir jouer à New York, ça serait très intéressant pour eux. Et effectivement, les Brandon Ingram, les Jaylen Brown, on se situe à la serpe entre ce qu'on met traditionnellement quand on fait notre DH20 dans les deuxièmes options, en fait, qui couvrent un groupe de 25 à 30 joueurs, en fait, qui part de la 15e place, si je fais ça à gros traits. Attirer ce genre de joueur-là serait super intéressant parce que tu aurais la possibilité d'avoir un très fort collectif qui t'assurait à l'Est l'idée de passer un tour de playoff de manière récurrente. Encore une fois, il faut que les fans des Knicks, je pense, aient raison gardée. Ils ont pas, sachant comme ils n'ont pas, et c'est une condition sine qua non, comme ils n'ont pas le joueur élite, leur objectif devrait être à court terme de renforcer l'effectif et d'être aux aguets s'il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre. C'est pour ça que je maintiens, mais les rumeurs, effectivement, il y avait la rumeur Embiid, la rumeur Towns, on a fait ensemble, en plus ça tombe bien, Hamid, le post-mortem des Wolves, là où pour les Wolves, on en avait parlé, ça avait un petit intérêt de pouvoir se défausser de Karl Anthony Towns, ça peut se comprendre. Ça n'a aucun intérêt pour les Knicks, en fait, je trouve, moi, comme move. Je suis d'accord. Puis c'est dans le cas très particulier d'Embiid, alors il sort d'un échec et tout, déjà il faudrait qu'il demande son trade. Et à partir du moment où il ne demande pas son trade, il ne sera pas tradé. Et aussi, Philadelphie vont demander vraiment beaucoup. On parle du MVP en titre, hein, malgré l'échec. Hein. Donc ça va demander énormément d'argent pour un joueur de 29 ans qui est connu pour une certaine fragilité. Donc ça serait un move un peu trop Knicks, justement, un peu trop Knicks d'avant, et que je trouverais pas si intelligent que ça. Tu sais, ce serait quoi le move Knicks d'avant? C'est balancer tous ses assets pour OG Anunoby. Ça, c'est le move Knicks d'avant. Oui, encore plus. Ça serait le move Knicks d'avant. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Amine, ou est-ce qu'on peut parler de certains des joueurs qui ont été mis entre guillemets au placard? On pense notamment à Evan Fournier. Et moi, je vous avoue, alors, c'est toujours difficile d'avoir c'est pour ça que j'adore avoir le média podcast, c'est parce que c'est des sujets qu'on peut aborder avec beaucoup plus de calme, de sérénité, et un peu moins de folie que sur Twitter.
Le cas Evan Fournier est extrêmement épineux. Alors, il a une team option en 2024-2025, donc ce qui fait qu'en gros, si une équipe venait à trader, elle traderait pour 1 an de Evan Fournier. Il n'empêche, 19 millions pour le Evan Fournier qu'on a vu pardon, sur la dernière saison avec les Knicks, un joueur qui est pas du tout en réussite au shoot, qui défensivement est en grande difficulté également. Je suis pas sûr que ça attirera beaucoup. Est-ce qu'on est aussi, du coup, dans cette intersaison, Amine, un des objectifs, c'est de continuer cette transition générationnelle et de laisser partir Derrick Rose, trouver un trade pour Evan Fournier, et puis trouver un moyen de ramener un peu de tir, parce que c'est ça qui manque clairement aux Knicks. Pour Fournier, en fait, je me dis que bon, on sait déjà qu'ils étaient plus ou moins en train de chercher un endroit pour lui à la deadline de toute manière. Le truc, c'est que je trouve qu'ils ont raison de pas forcément se presser au plus vite. En tout cas, si ça ne dérange pas Monsieur Dolan de continuer à payer la taxe, il n'y a pas de problème. De toute façon, les Knicks, c'est un marché hyper rentable, donc je pense que ce n'est pas un si gros problème que ça. Je pense que prendre son temps avec Fournier, parce que, ok, imaginons que tu lui trouves un endroit où tu vas peut-être perdre justement un asset pour pouvoir te débarrasser de son contrat, alors que si justement tu es patient, ça peut être un complément pour aller chercher un complément dans un trade où tu verras chercher un très gros contrat. C'est pas très positif pour Evan Fournier parce que ça voudrait dire que ça serait rester là et être au placard. Mais moi, je trouve que c'est pas une si mauvaise situation que ça pour les Knicks, en tout cas, d'avoir le contrat d'Evan Fournier qui est là, qui est au placard. Voilà, pour ne serait-ce que sa valeur. Effectivement, pour moi, il bouge. S'il venait à bouger, c'est peut-être le signe, ça serait le signe annonciateur d'un plus gros mouvement, peut-être, pour les Knicks à ce moment-là. Je suis assez d'accord. Mais je veux pas avoir de faux espoirs. Amine, mais j'ai confiance dans ce front office. Parce que rien que tu en avais parlé, il faut souligner la signature d'un mec comme Isaiah Hartenstein qui a fait de très bons playoffs et les Knicks ont 48 minutes de bon niveau au poste de pivot. C'est un effectif juste trop talentueux et pour moi, c'est clairement un effectif qui pourrait être ciblé, on en a parlé, par une superstar qui se dit « Ok, je vais aller quelque part, les Knicks sont sérieux, j'ai déjà un porteur de balle avec moi, j'ai de la protection de cercle, j'ai des role-players déjà payés, amenez-moi aux Knicks, par exemple. » Ça peut être ciblé comme ça, donc c'est le moment d'attendre. Je sais que tu avais pas mal préparé cette émission, enfin comme on prépare toutes les émissions. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, Amine? Je reviens sur ce que j'ai dit parce que je l'ai balancé un peu au débeauté. Quand je pense par exemple à Jaylen Brown, on sait qu'il s'est déjà un peu exprimé sur le fait qu'il aimerait bien avoir son équipe, ce genre de choses. On connaît un petit peu la mentalité de Jaylen Brown, ses positions politiques, être à New York. Il y a beaucoup de choses qui me font penser que ça serait un profil qui pourrait lui-même aller chercher ça en fait. Alors maintenant qu'il est éligible à un super max du côté de Boston. Est-ce que ça sera vraiment ça? Mais en tout cas, c'est un profil que j'imagine bien vouloir faire de ces Knicks, par exemple, c'est leur équipe, sachant qu'il a aussi beaucoup critiqué justement l'ambiance générale du côté de Boston et que c'est pas un endroit où il aime vivre, particulièrement en tout cas. Il se prend, on en a certains acteurs sur notre conversation, il se prend à chaque fois qu'il fait un pas de travers. C'est pas le cas de l'autre complément de star du côté de Boston. Donc on peut comprendre ce sentiment-là. C'est vrai que Jaylen Brown, il y avait Jaylen Brown il y a quelques années, je dis pas, mais il y avait la rumeur Atlanta à chaque fois parce qu'il vient de Georgie de tête. Et il y avait cette rumeur-là maintenant que le move Dejounte Murray a été fait, ça semble un peu moins plausible, mais clairement, c'est ce type de joueur-là qui devrait aller chercher les Knicks. Moi, ma seule inquiétude, c'est que là, on est dans une période où, je l'ai dit, il y a beaucoup de vendeurs, il y a beaucoup d'acheteurs pour peu de vendeurs. Oui, clairement. Donc, les Knicks auraient tout intérêt à attendre 1 an et se positionner sur certaines free agency ou certains joueurs qui pourraient être mécontents. Alors, encore une fois, les fenêtres d'opportunité s'ouvrent, on ne sait pas. Au niveau de l'intersaison, on en a déjà beaucoup parlé. Est-ce que ça se résume, Amine, à re-signer la plupart des joueurs de l'effectif et trouver du tir? Parce que vraiment, ils ont besoin de tir. C'est ça? Ouais, ça c'est sûr. Donc oui, je pense que ça se résume assez facilement. Prolonger en priorité Josh Hart, prolonger les joueurs donc qui sont en fin de contrat
laisser partir Derrick Rose. Je crois qu'on a un petit peu tout résumé, hein, et trouver du tir. Je vois pas beaucoup plus de choses à faire. Il va falloir juste faire le maximum. En fait, peut-être si tu fais pas justement ce gros move cette année, essayer d'être un peu plus contender en saison régulière, on va dire. C'est un mot un peu bizarre, mais montrer de la force en saison régulière et montrer que tu peux compter sur ces Knicks pour continuer cette entreprise d'être bankable. Et comme tu dis, si c'est pas cette année que ça arrive, de toute manière, avec le roster que tu as construit là maintenant, tu seras très compétitif l'année prochaine. J'ai aucun doute là-dessus. Donc ça peut être à l'intersaison 2024, hein, le bouleversement. Surtout qu'à l'intersaison 2024, rappelons que Juice Randle aura plus que 2 années de contrat à ce moment-là, dont une player option. Evan Fournier sera, s'il n'a pas été tradé, mais il le sera probablement, je pense, sera plus dans les comptes. Ça sera un moment où oui, il y aura les jeunes joueurs seront assignés. C'est ça la problématique des Knicks, c'est qu'il faut pas qu'ils deviennent chers avant de devenir vraiment bons. En fait, il y a cette théorie souvent qu'on explique en économie, genre un pays qui devient vieux avant de devenir riche. Bah eux, il faut pas qu'ils viennent chers avant de ne plus être jeunes. Mais oui, s'il faut le mettre dans le sens là, qui deviennent chers avant d'avoir pu profiter de leur jeunesse. Exactement, oui. Très bien. Mais je pense qu'ils l'ont déjà fait en partie. Amina, un post-mortem, un bilan de saison positif sur les Knicks. Je suis en train de me plonger dans les archives du site. 7 ans de podcast, il n'y a pas eu beaucoup. Hein. Donc bravo, les fans des Knicks vont être contents. On n'a pas de dents contre vous, les fans des Knicks. Il faut juste rappeler que vous avez un des plus mauvais bilans sur les 7 dernières années. Donc forcément, le tableau était plutôt négatif. Mais là, c'est une des rares fois où on entame une intersaison des Knicks avec confiance. Parce qu'il faut se rappeler que la dernière fois, en fait, où il y avait eu ce run de 2020, c'était un moment où il fallait en fait prendre beaucoup de décisions au niveau du front office et on avait une certaine crainte là. Le front office a des décisions assez simples, selon moi, donc bilan positif pour conclure. C'est clair. Bravo Léon Rose, bravo Thibodeau, bravo. Rien à dire. Et bravo Mitchell Robinson pour cette fantastique campagne premier tour de playoff où il ressemblait à Wilt Chamberlain, tout simplement. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre notre post-mortem des Cavaliers où on en parle, on vous invite à justement aller le consulter parce qu'on en a parlé de ce premier tour côté Cavaliers et là, le bilan, vous pouvez le deviner, était beaucoup moins positif. Eh bien, on va conclure ce post-mortem Knicks qui entame la deuxième vague de post-mortem. On va donc revenir sur les seconds tours et les post-mortem du second tour sont assez salés. De toute façon, bien évidemment, plus on avance, plus les équipes en question avaient des ambitions, plus les post-mortem sont décevants. Donc celui des Knicks, c'était peut-être un des derniers positifs qu'on aura assurément de la fin de saison. On vous remercie de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, on vous invite, et oui, je le rappelle à chaque fois, mais il faut le faire, donc on vous invite à nous suivre sur les plateformes de podcast, sur Twitter et sur YouTube, et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouveau post-mortem. Merci Amine, on commence à être rodés, toi et moi Amine, on a enregistré beaucoup de contenu ces dernières semaines, donc je te remercie, et puis à très vite, salut. Ciao.